Salut c'est Vic. Aujourd'hui on va parler des armes de poing à poudre noire. C'est un sujet que j'avais évoqué dans la précédente vidéo sur la batterie d'armes. Donc la question se pose, est-ce que les revolvers à poudre noire ont leur place dans nos préparations? L'arme de poing qu'on va souvent retrouver dans les préparations de personnes qui adoptent les armes de poing à poudre noire, ça va être un revolver de gros calibre, donc soit du 44, soit du 36, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent. Et bien évidemment le plus courant ça va être des répliques de revolvers de la guerre de sécession américaine. En l'occurrence le modèle que vous avez devant vous c'est le Remington 1858, canon de 8 pouces calibre 44 en simple action, donc c'est l'un des modèles les plus courants et les moins chers qu'on trouve aujourd'hui dans le domaine des armes de poing à poudre noire. Donc les armes de poing poudre noire elles vont avoir leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage le plus souvent mis en avant, c'est la facilité, la simplicité législative avec laquelle on a accès à ce type d'armement. Parce qu'effectivement en France c'est classé en catégorie D2, c'est-à-dire vente libre aux majeurs, de la même manière qu'on pourrait acheter des armes blanches par exemple. Pourtant ça reste des armes à feu, ça a été utilisé dans de nombreuses guerres, mais elles sont aujourd'hui passées un petit peu de mode on va dire. Elles sont devenues plus des armes historiques. Intérêt également de cette simplicité législative, si un jour ou l'autre l'État décidait de nous confisquer nos armes pour une raison X ou Y, et bien étant donné que ces armes-là ne sont pas déclarées et non pas à l'être, et bien au moins nous pourrons toujours les conserver et avoir quelque chose à la maison au cas où. Donc ça va tirer ce type de projectile, des boulets de plomb. Donc là c'est du calibre 44, 454 si on veut être précis. Donc c'est du boulet qui se rapproche des 12-13 mm. Alors par contre, inconvénient majeur de ce type d'armes, ça va être leur fonctionnement. En effet, on est là sur des répliques d'armes historiques, et donc à l'époque, les cartouches métalliques n'avaient pas encore été inventées. Donc on va retrouver tous les éléments d'une munition complètement dissociés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étui, il n'y a pas de ce qu'on appelle également une douille. C'est-à-dire qu'on va avoir la poudre en vrac, la bourre pour combler l'espace entre la poudre et le projectile également en vrac. Il faudra siéger une amorce avant le tir. Également les boulets doivent être installés à part, tout est complètement dissocié. Cette particularité là d'avoir tous les éléments de la munition dissociés vont apporter une certaine limite à ce type d'arme. En effet, ça sera très compliqué de l'armer au dernier moment en cas de menace. C'est pourquoi elles sont aujourd'hui pratiquement en vente libre. Donc c'est bien beau tout ce petit bazar, mais comment ça fonctionne en gros? J'ai fait une petite vidéo au stand tout à l'heure, donc je vous laisse voir ça. Étape par étape, on va voir comment charger l'arme. I'm a modern hero, my name is Paddy Carney. Not long ago I landed from the bogs of sweet Killarney. I used to cry out so fat because that was my trade, sir, till I listed for a soldier boy with Corcoran's brigade, sir, for to fight for Uncle Sam. He'll lead us on to glory, ho, he'll lead us on to glory, ho, to save the stripes and stars. For once in our regimentals, me mind indeed be wheeler. I bid goodbye to Biddy dear and all the darling chiller. Oh, says I, the Irish volunteers, the devil I one afraid is, because we've got the soldier boy of McClellan for to lead us, for to fight for Uncle Sam. He'll lead us on to glory, ho, he'll lead us on to glory, ho, to save the stripes and stars. We soon got into battle, we made a charge of bayonets. The rebel blackguards soon gave way, they fell as thick as peanuts. On the slaughter that we made, with that it was delighting. For the Irish lads in action are the good boys for fighting. They'll fight for Uncle Sam, he'll lead us on. Allez, voilà de retour. Donc vous avez vu en gros que l'arme est relativement longue à charger, puisque tous les éléments s'installent tour à tour. Vous avez vu également qu'on peut gagner un petit peu de temps en ayant préparé à l'avance des cartouches papier.
C'est une technique qui était faite à l'époque, donc comme vous avez vu, on charge d'un seul coup et on sertit d'un seul coup une cartouche papier. Il ne restera plus qu'à mettre l'amorce, puisque dans la cartouche papier, on va retrouver la poudre, la bourre et le boulet. Comme ça, il n'y aura plus qu'à sertir. Donc en un seul geste, on va pouvoir charger le barillet et on va gagner 3 fois plus de temps. Donc ensuite, au niveau budget, combien ça va coûter en gros de l'armement comme ça par rapport à de l'armement moderne? Eh ben, en général, l'arme est beaucoup moins chère que des armes de catégorie B, parce que là on est donc sur une réplique d'armes anciennes, donc je dirais sans trop m'avancer dans les chiffres, mais on doit être dans les 3 fois moins cher qu'une arme de poing neuve en 9 mm par exemple. La poudre, là on est sur des bidons de 500 grammes, donc dans des bidons de 500 grammes comme ça vaut dans les 30 €. La quantité légale de stock au domicile est de 2 kg, donc 4 bidons, ce qui permet donc avec 2 kg de tirer entre 1000 et 2000 coups, ce qui reste assez économique. La bourre, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ce que c'était, mais en gros on cherche juste à avoir une poudre inerte, légère, qui va avoir un peu la même densité que la poudre noire. Donc là en l'occurrence c'est tout simplement de la polenta, c'est de la semoule ultra fine. Donc ça coûte quasi rien. On n'est pas obligé d'en mettre hein, si vous tirez des charges de guerre, c'est-à-dire si vous chargez la quantité maximum qu'il est possible de mettre de poudre noire dans le barillet pour avoir le maximum de puissance, eh ben, il n'y aura pas la place, il n'y aura pas besoin de bourre, parce que le barillet sera rempli que de poudre et de balles. Donc ça déménage et ça économise la semoule. Les amorces, donc là c'est des amorces 1075 plus de chez Nobel, donc il suffit d'avoir les amorces spécifiques à votre revolver, donc là ça coûte dans les 5-6 € la boîte de 100. Alors les boulets, le principal, donc là du 454, ça coûte dans les 10-15 € les 100. Donc ensuite en fonction du calibre que vous choisissez, vous n'allez pas payer le même prix. Des calibres plus petits comme du 36, évidemment, comme les boulets seront plus petits, il y aura moins de plomb, donc ça coûtera moins cher. Vous aurez peut-être même un petit peu plus de précision encore, comme il y aura un petit peu moins de recul. Cependant, eh bien, vous aurez un peu moins de pouvoir d'arrêt, puisque les balles seront plus petites. Alors enfin la graisse, comme vous l'avez vu en vidéo, la graisse permet de recouvrir les balles, pour en quelque sorte les lubrifier, et bon, selon la légende urbaine et Radio Stand, éviter une transmission de feu entre les chambres, etc. Bon, personnellement, j'ai du mal à croire qu'une étincelle puisse passer entre la balle et le rebord du barillet, passer à travers la poudre, passer à travers la semoule, pardon, pour atteindre la poudre d'une chambre d'à côté. Ce serait quand même pas de bol. Bon, admettons. Donc il y a des endroits où la graisse est obligatoire et des endroits où ça gêne pas. Donc ça c'est vous qui voyez, mais je conseille quand même la graisse pour protéger les balles si vous stockez un barillet chargé à l'avance. Au moins ça protégera l'ensemble de l'humidité. Vous pouvez également vous en servir pour siéger les amorces sur le barillet. Mais voilà, autant vous servir d'une petite goutte de cire, une petite goutte de paraffine, pour coller les amorces sur les cheminées. Je ne saurais pas trop vous dire combien ça coûte si on achète de la graisse. Moi personnellement je la fais moi-même, donc c'est juste un mélange de paraffine et de margarine. Donc ça fait une graisse souple qui se conserve très bien, qui est assez ferme, mais dès qu'on l'installe à la main elle devient très souple et très facile à installer. Comme il est assez précis et puissant grâce à son gros calibre, à son gros canon, cependant on n'est pas sur du compact, on n'est pas sur du léger. Là on a quelque chose qui avoisine les 20-25 cm, 30 cm. Donc c'est quelque chose qu'à prendre en compte aussi, ça va pas être une arme qu'on va pouvoir facilement dissimuler. Dernier point qui peut être intéressant, comme vous l'avez vu en vidéo, la flamme et la fumée que génère le tir va vous rendre repérable, hein, évidemment, la fumée de jour et la flamme la nuit. Bon, c'est compensé un petit peu par la déflagration qui est moindre que sur des poudres modernes, je pense. Alors au niveau des doses de chargement, personnellement le système que j'utilise, c'est tout simplement un étui de 9 mm monté comme ça en petite dosette. Alors pour le stand, eh bien, une dose, un étui à ras de poudre noire suivi de 2 étuis de semoule. Donc personnellement avec le guidon d'origine du revolver, c'est point visé, point touché. Et à l'inverse, pour une dose de guerre comme à l'époque, eh bien vous pouvez mettre 2 étuis de poudre noire, qui va correspondre à 1,8 g.
suivi de la balle, et là vous aurez un tir beaucoup plus puissant pour du tir de défense. Pour doser également rapidement au stand de tir, préparez à l'avance vos petites éprouvettes chargées aux doses que vous souhaitez de poudre noire. Et enfin, dernier point, la complexité mécanique. Enfin, complexité, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de petites pièces, tout en étant assez simple en fait mécaniquement, parce qu'il y a peu de pièces en mouvement, elles interagissent entre elles. Ce qui est plus complexe, c'est de bien comprendre comment fonctionne l'arme, comment bien la démonter, bien la remonter, bien la nettoyer pour que rien ne rouille, que rien ne s'oxyde à cause de la poudre ou à cause de l'humidité. Oui, parce que la poudre noire est corrosive après avoir été tirée en plus. Donc ce qui rajoute encore un enjeu au niveau du nettoyage. Voilà, toutes les petites pièces qu'il y a là-dedans, une fois désossées. J'espère que vous aimez le bricolage, les gars. Donc là, je suis après mon nettoyage, mais avant le ruilage et le remontage. Donc vous pouvez voir que mécaniquement, ça reste assez simple étant donné qu'il y a peu de pièces, mais en même temps, c'est assez compliqué à démonter et à remonter. On a beaucoup de petites pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc ça fait beaucoup de petites pièces, la crasse s'infiltre partout. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous adoptez ce type de matériel. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les ingrédients et comment on s'en servait, on peut se poser la question, est-ce que ce type d'armement a sa place dans nos préparations et d'une manière générale dans le survivalisme? Alors personnellement je pense que oui, mais uniquement dans certaines situations. Déjà par exemple à l'heure actuelle, pour tout ce qui va être home défense, protection du domicile, etc., protection personnelle, je pense que cette arme-là va pas avoir sa place. Donc, autre point plus intéressant, si il venait à se passer quelque chose et qu'en plus de ça, l'État décide de désarmer la population, eh bien, étant donné que ces armes-là ne sont pas déclarées, on aura toujours au moins un backup pour la protection de la famille. Dernier scénario dans lequel ce type d'arme serait utile, si on imagine une personne qui décide de vivre de manière décroissante en autarcie sur une ferme autogérée par exemple, sur ce qu'on appelle nous survivalistes une base autonome durable, eh bien il est tout à fait possible, étant donné qu'il va retrouver un mode de vie ancestral, tel qu'à l'époque du 19e, comme au 19e siècle, eh bien il pourra, je pense, vivre avec une arme du 19e siècle, c'est-à-dire porter au quotidien à la ceinture son revolver à poudre noire pour sa protection personnelle et la protection de sa terre. Que ce soit à l'heure actuelle, dans des milieux reculés où personne ne viendra casser les couilles pour la personne qui fait ça, puisque le port d'armes n'est pas interdit sur terrain privé, à la condition bien sûr qu'il ne quitte pas sa ferme autogérée de la semaine et qu'il reste chez lui porter son revolver. Ou bien on peut très bien imaginer ça sur du beaucoup plus long terme, post-effondrement, quand des fermes autogérées, des communautés autogérées réémergeront, eh bien ce type d'armes-là pourront également être portées à la ceinture à longueur de semaine, comme ça se faisait au 19e. Donc dans les deux cas, ce qui est tout à fait faisable, eh bien, c'est de porter l'arme chargée au cran de sûreté, parce qu'au niveau du barillet, on a un cran entre chaque chambre qui permet de verrouiller le barillet entre deux chambres, et donc l'arme est complètement sécurisée, aucun risque qu'un coup ne soit percuté sans qu'on le souhaite. Donc c'est tout à fait possible de porter donc son arme de cette façon-là. Après, ce que je conseillerais en plus, c'est par exemple une fois par semaine, eh bien de faire une séance de tir pour vider le revolver, en profiter pour tirer d'autres barilets, de le recharger au fur et à mesure. Comme ça permet de décharger l'arme et de s'entraîner, pour ensuite bien le nettoyer et le recharger pour la semaine suivante, par exemple. Ou après, c'est possible de faire ça une fois par mois ou toutes les 2 semaines. Dans les deux cas, dans tous les cas, de toute façon, la poudre noire reste stable et il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque qu'elle s'abîme en restant chargée. Après, ce qui est également intéressant avec ce type de revolver là, c'est qu'on va pouvoir, en tout cas sur les Remington 1858 et sur les Remington en général, on peut assez rapidement démonter le barillet simplement en chassant l'axe, et le barillet vient tout de suite, parce qu'étant donné que c'est un revolver à carcasse fermée. Donc si vous avez le budget, vous pouvez acheter un deuxième barillet et avoir plusieurs barillets d'avance pour pouvoir, en situation de défense, toujours dans le cadre de ce que j'imaginais, pouvoir changer de barillet pour avoir 6 coups supplémentaires et donc passer de 6 à 12 coups. Après c'est un budget, ça coûte assez cher des barillets supplémentaires, mais bon, c'est une option, c'est toujours une option avec les Remington. Donc en gros, pour conclure, est-ce que les revolvers à poudre noire ont leur place parmi la liste de nos armes de poing? Alors je pense oui, en attendant
d'obtenir vos autorisations de détention. Ça va vous permettre de vous entraîner au tir au revolver et à l'arme de poing en général. Et ensuite, même en complément, si nos vraies armes de poing venaient à être confisquées. Dans les deux cas, ça sera systématiquement, je pense, en complément d'armes de poing modernes, qui seront plus pratiques, plus efficaces, plus simples à entretenir, à faire fonctionner. Donc pensez à tout ça, et je vous dis à une prochaine fois. Salut! A song to glory, oh, to save the stripes and stars.